Moi, de manière globale, je pourrais dire le constat que je fais en travaillant avec les IUT de l'Académie de Créteil, mais c'est la même chose peut-être sur Versailles, peut-être que c'est encore à revoir, mais en tout cas sur l'Académie de Créteil, les IUT en général jouent le jeu, c'est-à-dire que respectent les règles, les règles qui ont été fixées. Donc, en général, au départ, les IUT, effectivement, respectent ce qu'on leur demande. Donc, il faut savoir que l'année dernière, il y avait à peu près 30 000 lycéens en bac technologique sur la région académique qui se sont inscrits sur Parcoursup pour 97%, presque tous, hein, finalement. On les accompagne, ils s'inscrivent sur Parcoursup. Et ils ont été 60% à faire au moins un vœu pour une formation en IUT. Le constat final, quand on regarde au bout de la procédure, donc alors qu'ils étaient 6 sur 10 à avoir au moins fait un vœu, quand on regarde jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils ont accepté cette proposition, il n'y a plus que 10% d'entre eux qui acceptent cette proposition. Donc, on a quand même une déperdition entre le moment où l'élève, le jeune, fait un vœu et puis au moment où il accepte. Alors que les IUT ont fait des propositions d'admission. Donc ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir avec les psy-UN, savoir comment on les accompagne jusqu'au bout de la procédure. Les difficultés qu'on constate sur le terrain, c'est que s'agissant des bacs techno STL, ST2, le vivier est plus faible et que pour le recrutement en DUT vers les DUT de la production, il y a un partage, hein, puisqu'on a peu de candidats, on a beaucoup de DUT du secteur de la production, donc on doit, quand on admet les élèves, se les partager entre guillemets. Ce qui est moins le cas, évidemment, s'agissant des secteurs des services et s'agissant notamment des bacs STMG, où là, le flux est beaucoup plus important, et alors que les formations sont, elles, moins diversifiées. Et puis, on remarque aussi dans les IUT un équilibre pas très homogène, plutôt très hétérogène parfois. Enfin, tout dépend comment on prend les choses, mais pas un vrai équilibre filles-garçons, notamment, et là c'est très flagrant, sur les DUT du secteur sanitaire et social. Et donc, c'est quand même une problématique qu'on doit avoir en tête. Donc, pour conclure, moi, je me dis que la transformation de ces DUT en BUT présente de vrais enjeux, notamment donc dans l'équilibre filles-garçons, et super, vous y avez déjà plus ou moins répondu, et aussi dans la répartition des néo-bacheliers au regard de nos viviers qui sont parfois faibles dans certaines filières de la voie technologique, et puis peut-être aussi au regard des nouveaux profils de bacheliers généraux qui vont sans doute perturber, entre guillemets, un peu l'admission ou en tout cas les critères d'admission que nos collègues des IUT avaient développés jusqu'à présent. Voilà, donc voilà ce sur quoi je voulais intervenir ce matin. Après, je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que ça me permet de lancer la discussion. Et puis, je vous passe la parole. Et puis, n'hésitez pas sur le chat à poser des questions à monsieur, Laurent Gatso. Je les relirai au fur et à mesure. Et puis, à la fin, on pourra mettre le micro, évidemment, en essayant d'être assez sérieux parce qu'on est quand même 71 et on ne peut pas tous parler à la fois. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat. Merci. Merci Geneviève pour cette introduction et de nouveau bonjour à tous et tous et vous dire le plaisir que j'ai à échanger avec vous aujourd'hui puisque c'est effectivement une réforme importante et il nous tient à cœur au directeur du en général et membre de la direction nationale de l'ADUT de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs et de l'écosystème qui va graviter autour de ce futur diplôme et peut-être de répondre, en tout cas je l'espère, à vos questions qui seront sûrement nombreuses. Ce que je vous propose, c'est de faire une rapide présentation à l'aide d'un diaporama que je vais tout de suite partager. Et puis, voilà, vous redonner les éléments essentiels. Vous donner un peu aussi peut-être des éléments de calendrier parce qu'ils sont aussi importants. Hein. Là, on est encore c'est un work in progress, hein, ce diplôme, parce qu'il se met en place relativement rapidement, vous l'avez compris, alors que c'est un très gros chantier pour le système UT dans son ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, et là, vous le savez, hein, maintenant, cette réforme, elle est lancée, bel et bien lancée. Donc nous serons en
capacité d'accueillir les jeunes en BUT à partir de septembre prochain et ils vont candidater très prochainement dans Parcoursup sur ce nouveau diplôme et sur cet intitulé-là dès les tout prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le BUT ? La grande nouveauté, évidemment, c'est que c'est un diplôme qui va se déployer en 3 ans et donc conférer à leur titulaire un grade de licence. C'est quelque chose qui est important, quelque chose qui était réclamé depuis longtemps par le système UT pour se caler d'un point de vue universitaire sur le format et sur le schéma européen des diplômes, du LMD ou du 358, peu importe comment on appelle le résultat du processus de Bologne. Un diplôme universitaire, bien sûr, ça ne change pas. Nous sommes, nous les IUT, des composantes universitaires et fiers de l'être. Un diplôme national, bien sûr, et je reviendrai même au-delà du diplôme national sur le caractère, le cadrage national de diplôme. J'y revenir un petit peu plus tard. Ce qui ne change pas, c'est qu'évidemment, c'est une formation sélective, au sens juridique du terme et donc au sens de Parcoursup, avec des vœux spécifiques IUT, et ça ne change pas par rapport au DUT, une capacité à sélectionner nos candidats et donc à refuser dans Parcoursup. On n'a pas de oui et de oui, on a du oui ou du non, enfin du classé et du non classé, si on prend le vocabulaire Parcoursup. Et puis, Geneviève le dit, la formation qui, au jour d'aujourd'hui, bien sûr, en DUT, était accessible aux bacheliers généraux et technologiques, mais qui demain, et ça c'est une volonté ancienne de l'adulte, mais aussi de nos tutelles, d'augmenter la part des bacheliers technologiques. On fait référence aux pourcentages minimaux qui existent dans la loi depuis quelques années maintenant. L'idée est de donner un coup d'accélérateur à cette entrée des bacheliers technologiques pour tendre vers un objectif de parité entre bacheliers généraux et bacheliers technologiques. Ce qui ne change pas non plus, c'est les spécialités. Il y avait et il y aura demain 24 spécialités, les mêmes que celles que vous connaissez, 24 spécialités de DUT et demain 24 spécialités de BUT, qu'il s'agisse de GEA, de TC, d'informatique, de génie biologique, de mesure physique. Bon, je ne vais pas toutes les citer, bien évidemment, vous les connaissez tout autant que moi. La vraie nouveauté, par contre, puisque nous nous déployons à Bac+3, c'est d'introduire cette notion qu'on retrouve bien sûr dans l'ensemble des diplômes universitaires, la notion de parcours, de mention et de parcours. Alors nous, ce qui a lieu de mention, c'est nos spécialités, qui seront le vocabulaire enseignement supérieur. Par contre, nous avons adopté, tant mieux, c'est peut-être plus simple pour tout le monde, la notion et le nom de parcours. C'est une nouveauté. Quelle est la logique des parcours? Vous savez que nous sommes dans une logique de champ large quand même en IUT, dans les diplômes que nous proposons et que nous proposions avec le DUT, 24 spécialités pour couvrir la quasi-totalité des métiers possibles à niveau de technicien ou de cadre ingénieur, c'est assez peu. On a toujours cette logique plus généraliste que nous l'ont par exemple nos collègues en STS. Le nombre de spécialités de BTS est évidemment bien plus importante que nous. Ça pouvait et ça avait et ça a aujourd'hui du sens à Bac+2, ça en a moins à Bac+3. Donc, il y a une logique de spécialisation qui doit se mettre en place. Le 24 spécialités aurait été trop généraliste pour mieux armer et armer convenablement nos jeunes sur l'insertion professionnelle, puisque c'est l'objectif, entre autres, mais premier de ce nouveau diplôme. Donc, une notion de parcours, ça veut dire que des jeunes qui intégreront l'une ou l'autre des 24 spécialités auront à choisir, au-delà de la spécialité, un parcours, parmi un choix de parcours qui leur sera proposé au sein de chaque spécialité, des parcours qui seront nationaux, libres après aux IUT d'avoir sélectionné parmi les parcours possibles d'une même spécialité tout ou partie des parcours possibles. J'y reviendrai pour Parcoursup. Alors vous me direz, il existait des options en DUT, oui, mais pour peu de spécialités. Donc c'est un peu la même logique d'avoir une spécialisation un peu plus poussée que l'intitulé même de la spécialité, mais la notion d'option était relativement rare dans les DUT. Peu de spécialités engageaient ces options, alors que la notion de parcours, elle sera commune et présente pour toutes les spécialités, avec, je vais revenir un peu plus tard, différents types de parcours. Mais ce qu'on peut dire là par rapport à cette slide, c'est que globalement, les parcours démarreront en 2e année, sauf pour 3 spécialités que vous connaissez: génie biologique, information communication et carrière sociale. Là, les parcours vont commencer dès la 1re année, à l'image de ce qui se fait aujourd'hui, puisque ce sont des spécialités qui étaient à option en DUT, dont les options commençaient en 1re année. Donc, on a reproduit ce schéma pour ces 3 spécialités de BUT demain. Et là, ça veut dire que d'un point de vue concret, les jeunes auront dès Parcoursup un choix de parcours à faire, puisque ça sera considéré comme des diplômes différents
le DUT génie biologique, parcours diététique et nutrition est un diplôme en tant que tel au sens de Parcoursup, quand à côté, ce qu'on appelle le DUT génie biologique BMB, hein, biologie médicale et biotechnologie, un autre diplôme au sens de Parcoursup. Donc là, un choix nécessaire des parcours dès l'inscription dans Parcoursup, quand pour les autres spécialités, le choix de parcours se fera en cours de première année pour se déployer concrètement dans la deuxième et la troisième année, avec néanmoins quand même, si vous avez regardé Parcoursup, il nous a été demandé, enfin nous en étions d'ailleurs totalement d'accord, de déterminer par avance les parcours que nous allions proposer pour que ça soit un élément quand même d'orientation pour les jeunes, puisque chaque IUT va pouvoir choisir parmi les parcours d'une spécialité ceux qu'il souhaite proposer. Il était important qu'un jeune puisse candidater en connaissance de cause, en sachant que dans l'IUT dans lequel il souhaite candidater, il y a tel parcours et pas tel autre. Ça va pas fonder son inscription dans Parcoursup, mais ça peut fonder son orientation, bien évidemment, sachant qu'il pourra changer d'avis, sachant que le réseau des IUT jouera si, par exemple, un jeune finalement est intéressé par un parcours pas proposé dans l'IUT dans lequel il est, on fait en sorte de trouver une place dans un autre IUT proposant ce parcours. Mais c'est quand même important parce que ça peut être un outil d'orientation. Ce qui est important, et c'est une vraie nouveauté, c'est que ce diplôme va être entièrement déployé selon une approche par compétences. À la fois dans sa conception, dans son ingénierie pédagogique, un référentiel de compétences qui a été élaboré, et on a commencé par cela, dans sa pédagogie bien sûr, et dans son évaluation. Ça veut dire que là, on ira nous jusqu'au bout des unités d'enseignement qui seront associées à une compétence, pas de compensation entre unités d'enseignement parce qu'on ne peut pas compenser une compétence par une autre, donc on va jusqu'au bout de l'approche par compétence. On sera peut-être un des premiers diplômes universitaires à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'évaluation en compétences. Ce qui ne change pas, vous le savez, hein, c'est qu'on a une longue tradition, depuis plus de 50 ans que les IUT existent, d'accompagner de manière extrêmement individualisée nos étudiants, et ça sera certainement accru puisqu'on est sur une logique de parcours beaucoup plus sur mesure et beaucoup moins tubulaire que ce n'était le cas en DUT. Avec un environnement universitaire, on y est attaché, on en est fier, mais sur des tailles de promotion que vous connaissez, qui font que les IUT sont des formations à taille humaine, entre guillemets, pour les jeunes qui nous rejoignent. Ce qui est important, et ce que nous gardons, les IUT ont toujours eu, au-delà d'être un diplôme national, mais ça, les licences, les masters sont des diplômes nationaux, ce que nous avions, nous, en plus, c'est ce qu'on appelle un cadrage national. C'est-à-dire que le programme, quel que soit le point du territoire et quel que soit l'IUT dans lequel vous suiviez hier et demain le BUT que vous suivrez, vous aurez le même programme. Et à ce titre, nous sommes les seuls diplômes de l'enseignement supérieur universitaire à avoir un cadrage national, un même programme qui se déploie sur l'ensemble du point du territoire, avec bien sûr, c'était déjà le cas, une capacité à adapter localement nos enseignements à hauteur de 30% demain et aujourd'hui 20%, pour pouvoir évidemment coller aux réalités socio-économiques des régions dans lesquelles sont implantés les différents IUT. Cette adaptation locale ne portera pas sur les compétences. Les compétences que j'évoquais, les compétences associées aux 85 parcours, parce qu'il y a 85 parcours au-delà des 24 spécialités, là, les compétences seront à 100% définies nationalement, ne pourront pas être modifiées. Par contre, la mise en œuvre de ces compétences, qu'on appelle le référentiel de formation, lui, aura un cadrage à 70% et une adaptation locale possible à hauteur de 30%. Quelques éléments essentiels. Donc, on candidate bel et bien en BUT. Donc, le DUT ne figure plus en termes de candidature. On intègre un cursus donc directement en 3 ans. C'était un des objectifs, de faire sauter cette sélection qui s'opérait à l'issue du DUT pour rentrer en licence professionnelle. Là, les jeunes rentrent directement pour un cursus en 3 ans, amenant au grade de licence. Une formation qui se veut vraiment ouverte, avec des passerelles à la fois entrantes et sortantes, beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont et qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent, à la fois des passerelles entrantes, des jeunes qui pourront nous rejoindre en cours de cursus, des jeunes de L1 par exemple, qui finalement sont plutôt sur une trajectoire d'insertion rapide, contrairement à leur premier choix, des jeunes de L2 qui rentreraient en BUT3, mais des jeunes de BTS, bien sûr, qui rentreraient en BUT3, et puis à l'inverse, des passerelles sortantes, des jeunes qui pourraient quitter le système BUT si finalement ils ont changé de projet de formation et donc certainement de projet professionnel, avec, vous l'avez sûrement lu, le fait
qu'au bout de 2 années validées, des 2 premières années de BUT, un diplôme, un DUT, donc on reprend l'ancien nom, un DUT sera délivré, ce qu'on appelle un DUT de nouvelle formule, puisqu'il sera différent de l'actuel, mais il y aura néanmoins une diplomation intermédiaire à Bac+, après 2 années pour délivrer un DUT. On est bien sûr sur notre ADN de lien fort et de mise en situation importante d'un point de vue professionnel, à la fois dans ce qui s'appelle le projet tutoré, dont on renforce sensiblement le volume horaire. Alors c'est compliqué de comparer, parce que le bon point de comparaison, je ne l'ai pas dit, c'est évidemment pas le DUT en tant que tel, c'est des parcours qu'on pouvait proposer nous à Bac+3 qui étaient un DUT suivi d'une licence pro. Donc si on veut vraiment comparer les choses comparables, il faut comparer des volumes horaires sur les 3 années que certains jeunes passaient chez nous, DUT plus LP. Et là, les comparaisons sont assez compliquées puisque, vous le savez certainement, en licence professionnelle, il n'y avait pas de cadrage horaire d'un point de vue national. Donc on peut, nous, se baser que sur des moyennes. Mais en Île-de-France, comme beaucoup sont en alternance, la région Île-de-France, quand elle a été opératrice de l'apprentissage, avait cadré les choses. Donc, on a des points de comparaison assez précis sur nos LP. Tout à de cause, on considère que dans l'ancien système, DUT plus LP, on était autour de 450 heures de projet. Tutoré, on passe demain à 600 heures. Donc, il y a une augmentation significative des heures de projet. Pour les semaines de stage, on s'est j'allais dire contenté en mettant des guillemets parce que ça fait un nombre conséquent, mais on a repris plus exactement les 2 arrêtés qui régissaient le DUT et la LP. Il y avait 10 semaines de stage minimum en DUT, il y en avait 12 à 16 en LP, donc on a juste collé pour faire 22 à 26 semaines de stage. Stage au pluriel, bien sûr, il y en aura au moins 2, voire 3 en première, 1 en deuxième, 1 en troisième pour certaines spécialités, c'est pas calé, et au moins 2 deuxième et troisième année. Le format du diplôme, à la fois sa reconnaissance au grade de licence, d'aucuns diraient son intitulé. Bon, voilà, après on pense qu'on veut du terme de bachelor, mais en tout cas, il est ainsi. Mais aussi le fait qu'on est soit sur un diplôme qui soit un peu moins concentré en termes de volume horaire. Vous savez qu'on avait beaucoup d'heures en DUT. On avait 1800 heures en 2 ans pour les DUT secondaires, 1620 en 2 ans pour les DUT tertiaires. Ça fait un diplôme extrêmement dense. Qui ne favorisait pas non plus la réussite, notamment des bacs techno qu'évoquait Geneviève. Demain, le BUT, ça sera 2000 heures en BUT secondaire, des scientifiques ou de production, peu importe comment on les appelle, et 1800 heures dans les BUT tertiaires ou de service, peu importe comment on les appelle. Ça veut dire qu'on déconcentre par rapport à la densité très forte du DUT. On augmente bien sûr le volume horaire en passant en 3 ans, mais si je reprends ma comparaison avec les LP, on se situe à peu près à mi-chemin entre le nombre d'heures qu'on avait en DUT et le nombre d'heures qu'on avait quand on ajoutait DUT et LP. Donc on a un peu tapé au milieu, mais c'était une volonté politique des porteurs de la réforme de déconcentrer quand même le volume horaire pour favoriser la réussite, mais aussi pour favoriser les mobilités internationales, notamment entrantes. On a pas mal de mobilités sortantes, de jeunes qui partent en semestre, à l'étranger notamment, ou qui partaient en post-DUT. On avait peu de mobilité entrante. Alors, il y a plein de raisons à cela, notamment l'incapacité quasiment à proposer des cours en anglais, mais aussi parce qu'on avait un diplôme qui faisait un peu peur à nos partenaires étrangers de par sa densité. Donc là, on espère qu'on va pouvoir faciliter ces mobilités entrantes qui sont des vrais leviers d'internationalisation. L'internationalisation, on la pense souvent comme des jeunes qui partent. Bien sûr que ça joue, mais ça, on sait que ça ne peut concerner qu'une minorité d'entre eux. Donc, l'internationalisation, il y a une vraie politique aujourd'hui de l'internationalisation à domicile, c'est-à-dire de faire venir aussi international pour l'ensemble des étudiants et que chacun en profite. Et la confrontation à des jeunes au sein de leur promo qui viennent d'autres horizons et qui viennent d'autres universités étrangères est aussi un outil d'internationalisation de leur cursus. L'idée, c'est de renforcer, bien sûr, l'alternance. Vous savez que les IUT sont déjà des gros opérateurs de l'alternance de l'enseignement supérieur universitaire, avec d'autres, mais on pèse beaucoup. L'idée, c'est demain de renforcer davantage encore cette alternance, avec une alternance possible sur tout ou partie du cursus. Il y avait du DUT en 2 ans en alternance. Il y aura des BUT demain sur 3 ans d'alternance, à partir de la 2e année, à partir de la 3e année. Mais vous savez que la loi a changé, donc on peut rentrer aussi à n'importe quel moment, quasiment en alternance, pour réfléchir à des formules. La dernière année et demie en alternance, les 2 années et demie en alternance, après 6 mois chez nous. Donc là, on va être beaucoup plus flexible sur la partie alternance. L'idée du BUT, c'était quand même essentiellement de retrouver un rôle, en tout cas de renforcer le rôle d'insertion joué par le système UT qu'on avait
n'ont pas perdu, mais qui avaient diminué, qui s'étaient érodés au cours du temps. Alors bien sûr à la fin du DUT, mais ça, j'ai envie de dire, le processus de Bologne, le LMD avait sonné le glas de tout ça. On est à plus de 90% de poursuite d'études après un DUT. Mais même le choix DUT-LP est aujourd'hui un choix minoritaire de nos étudiants, voire très minoritaire. On est autour de 25% de nos diplômés de DUT qui rentrent en LP. Donc, on avait quelque peu perdu ce rôle d'insertion qui nous tient à cœur, d'autant que en cette période de chômage, il y a beaucoup d'emplois sur ces fonctions de cadre intermédiaire à Bac+3. Donc, l'idée, c'est de renforcer davantage encore ce rôle de professionnalisation, tout en gardant, et c'est dans le texte de décembre 2019 qui régit les DUT, aussi de faire du BUT un outil ou en tout cas un diplôme permettant la poursuite d'études vers des masters ou vers des diplômes à Bac+5. Et l'objectif qui est dans l'arrêté de 2019, c'est 50%, 50%. Donc on essaie de marcher sur nos deux pieds, 50% d'insertion à l'issue du BUT, 50% de poursuite d'études vers le grade de master à l'issue du BUT. Ce que j'ai dit depuis tout à l'heure peut se résumer sur ce schéma. Avant, on rentrait via Parcoursup une formation sélective en DUT pour 2 années, avec 3 choix qui s'offraient aux jeunes après la diplomation, s'insérer professionnellement. C'est extrêmement faible en termes statistiques. Un parcours licence pro, enfin enchaîner une licence pro, avec donc une nouvelle candidature à l'issue du DUT, une forme de sélection à l'issue du DUT pour rentrer en licence pro et après s'insérer. Et puis, bien sûr, un poursuite vers les écoles, vers les licences, en tout cas vers un grade de master. Demain, on rentre toujours sur une formation sélective, toujours via Parcoursup, pour des jeunes de terminale ou des jeunes en réorientation, bien évidemment, pour 3 années avec, vous voyez, des flèches entrantes et sortantes, donc une capacité à développer une porosité forte du diplôme, une sortie éventuellement diplômante. Alors, ça ne veut pas dire que si on obtient son DUT, il n'est pas à la demande, il sera délivré automatiquement. Tous ne vont pas sortir. L'idée, c'est qu'ils auront un diplôme au passage, mais certains peuvent s'emparer de ce diplôme pour éventuellement sortir travailler ou partir vers d'autres études. L'idée étant quand même de conserver nos étudiants sur les 3 années, de les diplômer, et là, de leur offrir ce que j'évoquais, à 50-50 d'après les textes, une insertion pro en bloc jaune ou un parcours vers des masters et ou des écoles de management ou d'ingénieurs, et ensuite engager une insertion professionnelle. Pour quelques questions que vous connaissez, mais c'est un diaporama qui a été conçu pour l'ensemble des prescripteurs, vous, mais aussi des profs principaux, des gens qui ne connaissent pas forcément le système. Les frais de scolarité, et il y a même des CFVU, donc comme ça, quand même des élus de nos grands conseils qui ont posé la question. Donc c'est que quand même pour des gens un peu aguerris, la question n'était pas si évidente, mais c'est peut-être lié au fait que ce diplôme va s'appeler bachelor et qu'on sait que sur le marché, il y a beaucoup de bachelors privés, bien évidemment. Nous sommes un diplôme universitaire. À ce titre, les frais de scolarité, c'est des frais d'inscription universitaire de premier cycle, 170 € pour l'instant, cette année en tout cas. Exonération, bien sûr, pour les boursiers. Donc voilà, des études, on va dire, gratuites ou quasi gratuites. On reste sur un accès sélectif, je l'ai déjà dit. On reste sur les 24 spécialités de DUT, je l'ai déjà dit. Une question que vous pensez, c'est que oui, bien évidemment, nous n'allons pas remettre en cause les partenariats nombreux entre les IUT et les collègues de STS qui conduisaient aujourd'hui, et pour 2 années encore, je vais revenir, à intégrer des jeunes de BTS dans nos licences pro. Donc, bien sûr que les jeunes de BTS pourront intégrer la 3e année de BUT et être diplômés d'un BUT. Attention, parce qu'il y a des confusions. Bien évidemment, nos licences pro vont perdurer en 2021 et en 2022, puisque là, nous avons des jeunes qui sont en 2e année de DUT, il faut leur offrir une possibilité de faire une licence pro. Donc 2021-22, il y a encore des licences pro, bien sûr. 2022-2023, il y a encore des licences pro, puisque nous avons des jeunes qui sont en 1re année de DUT, qui sont diplômés en 2022 et qui doivent légitimement pouvoir intégrer une licence pro. Par contre, il est vrai que les licences pro portées par le système, par le réseau IUT, ont vocation à s'intégrer, se fondre dans le nouveau diplôme et à disparaître, entre guillemets, d'un point de vue diplôme proposé, puisqu'elles seront partie prenante. Et c'est comme ça que nous avons construit aussi nos 85 parcours, en intégrant les compétences auxquelles menaient nos licences pro actuelles, même si les licences pro ne sont pas un diplôme propre aux IUT.
Les DUT disparaissent, ben, je l'ai dit, hein, les étudiants obtiendront ce DUT à l'issue des 2 premières années validées, un DUT de nouvelle formule. Les parcours, j'en ai un petit peu parlé en début d'intervention, sur ces spécialisations progressives. L'idée, c'est effectivement de construire sa spécialisation tout au long des 3 ans. Je l'ai dit, sur 21 spécialités sur 24, le choix se fait à partir de la seconde année. 3 spécialités offrent des parcours dès la première année, ce qui conduira les jeunes à choisir l'un de ces parcours des Parcoursup, génie biologique, carrière sociale et infocom. C'était déjà le système en DUT. Une petite pression sur les parcours, parce que vous verrez peut-être notamment les tableaux du ministère que vous avez peut-être reçus par ailleurs, qui détaillent ces parcours, et je pourrais les envoyer à Geneviève pour qu'elle vous les transmette. Il y a un document ministériel présentant chacun des parcours proposés et possibles pour chacune des 24 spécialités. Vous verrez une colonne supplémentaire qui s'appelle type de parcours, 1, 2, 3. Le parcours de type 3, c'est ce que j'évoque, les parcours qui commencent en première année. Et après, il y a 2 autres types de parcours qui commencent tous les 2 en deuxième année. Simplement, c'est pas la même philosophie. Il y a des parcours de type 1. L'idée a été de dire, on va avoir un tronc commun de compétences et des compétences spécifiques par parcours. Parce que les collègues ont considéré que ces parcours préparaient à des métiers vraiment différents et que donc il fallait développer des compétences différentes d'un parcours à un autre, avec bien sûr un tronc commun fort de compétences puisqu'on reste dans la même spécialité. Et puis il y a aussi des parcours de ce qu'on appelle le type 2 dans notre jargon. Là, les jeunes, durant les 3 ans, travailleront les mêmes compétences, donc ils auront travaillé les mêmes compétences au bout du diplôme, mais la différence qui se fait entre parcours, c'est que d'un parcours à l'autre, les niveaux de compétences atteints ne seront pas les mêmes. Dans un parcours, on sera peut-être expert dans la compétence une et avancé dans l'autre, inversé dans un autre type de parcours. Là, on est sur des champs de métier peut-être un peu plus proches, mais qui nécessitent quand même de l'expertise un peu plus forte dans une compétence, un peu moins forte dans une autre. L'encadrement, là, il n'y a pas de changement. On est toujours sur cette tradition de l'encadrement fort des étudiants en IUT, tel que nous le déployons depuis plus de 50 ans, avec des équipes pédagogiques mixtes, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs. Et j'ai répondu à cette question, les licences pro continueront-elles à exister? Oui, en termes de compétences auxquelles on amène nos jeunes, mais non en termes de diplôme, puisque ces licences pro ont vocation à disparaître en tant que diplôme pour s'intégrer dans ces parcours de BUT. La question qui sera posée du fait qu'on adopte ce terme de bachelor qui a été adopté par bon nombre d'écoles depuis fort longtemps maintenant d'ailleurs. Le BUT est un diplôme national. Vous savez que les bachelors sont ce qu'on appelle bien souvent des DE, des diplômes d'établissement, à l'image de ce qu'on appelle des DU dans nos universités. Donc nous sommes un diplôme national, à cadrage national, un diplôme universitaire qui confère automatiquement le grade de licence, alors que les bachelors, ils ont une démarche à faire. Ils pourront obtenir le grade de licence, puisqu'il y a un arrêté qui est à peu près concomitant à l'arrêté BUT, qui donnera cette possibilité aux écoles de demander le grade de licence sur leur bachelor, et certaines l'ont déjà obtenu lors du dernier CNESER. Mais en tout cas, ce n'est pas automatique, alors que nous, nous sommes un diplôme au grade de licence, gratuit ou quasi gratuit sur les frais d'inscription que j'ai évoqués tout à l'heure, un diplôme qui s'appuie sur la recherche, puisque nous sommes un diplôme universitaire, déployé de manière nationale sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui a fait la réussite des UT depuis un peu plus de 50 ans. Les possibilités de poursuite d'études après un BUT, je les ai évoquées, master, école, qu'elle soit de management, d'ingénieur, peu importe. Et dernière chose, pourra-t-on trouver des BUT ailleurs qu'en IUT? Non. Le BUT est un diplôme totalement exclusif aux IUT. C'était le cas pour les DUT avec une exception qui n'est pas beaucoup de fondement juridique, mais peu importe, pour le CNAM qui proposait des DUT. Le CNAM demain ne proposera pas de BUT, donc seuls les IUT proposeront ce diplôme qui est encore une fois une exclusivité du système IUT. Donc pour résumer, effectivement, d'ici quelques jours, les jeunes vont candidater et on espère s'inscrire massivement, mais on n'est pas très inquiet, même s'il faut qu'on continue à faire de la communication, en BUT. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Et évidemment, je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci Laurent pour cette présentation d'évolution du DUT en plus. Et donc, moi, je vous propose de lire les questions qui ont été posées, puis parce qu'il y en a eu quelques-unes pendant l'intervention. Et puis comme ça va
apporter peut-être des précisions à chacun. Puis surtout, n'hésitez pas à ajouter d'autres questions si d'autres idées vous viennent. Alors, donc la première question, c'était au sujet des bacheliers professionnels. Quelqu'un s'interrogeait sur le fait que si ces bacheliers professionnels pouvaient, oui ou non, intégrer des BUT. Bon. Tout dépend comment on pose la question. Si la question est peuvent-ils, la réponse est oui, bien évidemment. Y en a-t-il aujourd'hui en DUT? Oui, mais très, très, très peu. On doit être à moins d'1% nationalement. Donc, objectivement, ce n'est pas un diplôme qui est pensé pour les bacheliers professionnels. Donc, comme toute règle, elle a des exceptions et des parcours un peu spécifiques de certains bacheliers professionnels. Mais moi, je crois que quand j'ai remonté les stats au rectorat, comme on le fait tous les ans des inscrits, je crois que j'en ai un ou deux de mémoire sur mes 500, plus de 500 étudiants de première année. Donc voilà, c'est évidemment possible, mais c'est marginal et je crois qu'il ne faut pas donner beaucoup d'illusions aux jeunes bacheliers professionnels sur une capacité à entrer en IUT. C'est pas du tout un diplôme qui a été pensé par nous, mais aussi par nos instances comme un diplôme de débouché naturel pour les bacs pro. Ah, je suis tout à fait d'accord. Rien dans les textes ne l'interdit, hein, on va dire ça comme ça. C'est ça. C'est ouvert à tous les bacs. On est sur des diplômes sélectifs à l'entrée. Et donc, après, il faut aussi se poser la question de la réussite du futur étudiant dans telle ou telle filière, sachant que quelquefois, certains DUT sont déjà assez difficiles, peut-être en termes de connaissances ou d'adaptation, même quand on vient d'un bac technologique, quoi. Donc, Oui, effectivement, bien sûr, je crois qu'on il reparle. existera toujours un élève de bac pro qui sera C'est ça. en DUT, qui aura réussi, et demain peut-être en BUT. Et tant mieux, Tant que mieux, ça oui, soit oui. fait. Voilà. Et il faut Mais surtout pas regarder les taux de réussite des bacs pro. voilà, Parce que c'est des statistiques qu'ils ont tirées sur très peu d'étudiants, sur des jeunes qui sont ultra sélectionnés. Et c'est donc, paradoxalement, le taux de réussite des bacs pro est très, très, très bon. Mais parce que c'est vraiment l'exception qui faisait la règle, des parcours très spécifiques, des niveaux, des gens qui ont été pris à 18 ou 19 de moyenne générale en terminale pro. Et ça passe souvent, mais c'est vraiment, voilà. Donc, ne tirons à la aucune marge. conclusion sur les taux de réussite. Ce Ça qu'il faut marche. regarder, c'est le pourcentage infinitésimal de bac pro qui doit renseigner sur le fait que ils ne sont pas complètement à leur place, va-t-on dire comme ça, en BUT. Bien sûr. La question suivante. Alors, on est plus sur de la pédagogie. Donc, y a-t-il beaucoup de cours magistraux en BUT? Certains élèves ayant besoin d'un encadrement assez important ont peur d'être moins encadrés qu'en BTS. Alors ça, c'est vraiment une question d'ailleurs que se posent souvent les technos. C'est assez marrant quand on est en journée porte ouverte. Vous avez deux populations sur la question des amphis et des cours magistraux. Vous avez les bacs généraux qui fantasment totalement le cours magistral. C'est un truc de grand, quoi. C'est un truc, on est à l'université. Et à l'inverse, les technos ont très très peur des cours magistraux. Alors, sur le pourcentage de cours magistraux en BUT, c'est un peu compliqué de vous répondre, mais je vais quand même le faire, dans la mesure où je vous avais dit, je voulais vous donner les éléments de calendrier. Nous avons bouclé le référentiel de compétences. Nous sommes en écriture du référentiel de formation et de la maquette de première année. Parce que nous allons phaser et écrire dans un premier temps la maquette de première année pour l'an prochain écrire les maquettes de deuxième et troisième année en revoyant éventuellement avec une clause de revoyure la maquette de première année. Bon, néanmoins, fidèle à ce que nous faisions depuis plus de 50 ans, l'idée c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de cours magistraux. Pour vous illustrer ce qui se faisait jusqu'à présent, et je pense qu'on serait dans cette épure-là, on est, selon les spécialités, entre 20 et 25% des enseignements qui se font en cours magistraux. Donc c'est quand même un petit quart du temps, entre un cinquième et un quart du temps, donc c'est très peu, et en plus, dans des petits amphis. Une promo d'IUT, c'est entre 80, 120, 150, on est sur les très grosses promos d'IUT en Ile-de-France. Donc ça reste des amphis qui sont à taille humaine, c'est peu de temps dans la semaine, et ça reste des amphis où il peut continuer à y avoir un dialogue, un échange avec l'enseignant. Donc, en termes d'encadrement, je pense que là, il n'y a pas de souci. Les IUT ont fait la preuve de l'encadrement. Après, je pense que c'est plus une projection du jeune dans un environnement d'études entre BTS et BUT qu'une question d'encadrement. Je reste persuadé qu'on les encadre tout aussi bien qu'en BTS, de manière un peu différente. C'est comment plutôt un jeune se projette dans l'envie d'évoluer dans un environnement universitaire à taille humaine ou l'envie, ce qui peut être tout à fait légitime, de continuer, au moins pour son entrée dans le supérieur, d'être dans un cadre peut-être plus rassurant pour lui, d'un lycée, même s'ils deviennent les grands du lycée, mais
d'être dans un groupe classe. Bon, c'est un des éléments de choix entre le BUT et demain et le BTS. Mais je ne crois pas qu'il y ait de problème d'encadrement. Honnêtement, on les suit très très bien. Et c'est pas au travers de l'amphi que ça se voit, même si je sais que c'est une question récurrente de nos jeunes, notamment, encore une fois, bac techno. Ça leur fait très très peur, donc on essaie de dédramatiser. Souvent, on fait des JPO dans des amphis pour leur montrer, bah, vous voyez là, vous rentrerez tous, quoi. Oui, c'est pas si grand non plus quand même un amphi, donc bon. Et après, honnêtement, ça se passe bien. Enfin, c'est pas l'amphi qui est l'élément problématique. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est pas aussi. Après, c'est les représentations que les jeunes aussi ont. Exactement. C'est une question de représentation mentale plus qu'autre Les chose. psychologues de l'éducation nationale qui essayent aussi d'argumenter, d'avoir des rassurés. Hein. Alors, une autre question. Sera-t-il possible de changer d'IUT pour la deuxième année si un parcours n'existe plus, ou n'existe pas dans l'IUT où l'étudiant est inscrit en première année? Oui, oui, absolument. Je l'évoquais. Alors, ce qu'on essaye de faire, hein, c'est pour ça qu'on a demandé à nos collègues directeurs de décider, au moins pour la rentrée prochaine, des parcours, en tout cas, promo qui arrivera en septembre 21, de décider des parcours qu'ils mettront en place pour que ça soit un élément évidemment de choix. Même si pour les parcours hors des 3 spécialités que j'ai indiquées, c'est pas un élément en termes de candidature en tant que tel. Mais par contre, bien sûr que si un jeune est intéressé par, je sais pas moi, un DUT que je connais bien, qui est technique commercialisation, puisque j'y enseigne, il y aura notamment un parcours autour du e-commerce et de digital. Il ne sera peut-être pas proposé par tous les BUT TC d'Île-de-France. Bah, si le jeune est intéressé par ce parcours-là, bah, c'est légitime qu'il candidate en priorité vers les IUT qui proposent ce parcours et moins vers ceux qui ne le proposent pas. Donc c'est un élément quand même qui va l'aider à s'orienter. Si par exemple, au final, ce jeune était intéressé par ça et qu'il découvre un autre parcours qui n'est pas proposé dans l'IUT dans lequel qu'il a finalement intégré, bien sûr qu'on fera en sorte de s'échanger, on fera une bourse d'échange entre guillemets des étudiants pour pouvoir leur permettre d'intégrer le parcours. Ça, je suis pas très inquiet parce que vous savez que les IUT sont un réseau, on se connaît tous et on fera en sorte de pouvoir accompagner nos jeunes sur tel ou tel parcours. D'accord, merci. Ben donc, c'est très rassurant en fait, parce que c'est vrai que ça pose toujours la question de est-ce que j'ai bien choisi mon parcours finalement. Et c'est vrai que comme pour le SCO, hein, finalement, aujourd'hui, on a beaucoup de réversibilité de l'orientation, un accompagnement de passerelle. Hein, on passe d'une classe à l'autre, même dans l'année. Alors évidemment, avec des garde-fous. Hein, il ne suffit pas que le jeune demande pour qu'il obtienne. Mais voilà, mais donc c'est quand même plutôt rassurant ce discours auprès d'un jeune de terminale qui doit faire ses choix actuellement. Et c'est pas si simple. Donc ensuite encore, donc une question, un élève sortant de BUT aura-t-il autant de chances, alors ça je ne sais pas si on peut parler de chance, mais d'entrer en master universitaire qu'un étudiant sortant d'une licence? Auparavant, les élèves sortant de DUT entraient en 3e année de licence générale pour ensuite entrer en master. Donc se pose la question de la poursuite d'études après le BUT. En aucun cas, cette réforme doit conduire à ce que des jeunes mettent 6 ans pour obtenir un bac+5. Voilà, tout ça va se construire. Nos collègues universitaires connaissent ce que nous faisons, savent qu'aussi quand on va engager en 3 ans sur les BUT secondaires, par exemple, 2000 heures d'enseignement, 600 heures de projet, 22 à 26 semaines, quand dans le même temps, une licence générale, vous savez que c'est 1500 heures en 3 ans, avec peu de stages, et pas beaucoup de projets, ils sont absolument pas inquiets sur le niveau de sortie de nos étudiants et la capacité à intégrer un master. Après, évidemment, les masters, c'est sélectif et à nos jeunes aussi d'avoir des bons dossiers pour rentrer en master. Ça, il n'y a pas de débat. Moi, je trouve ce qui est important comme message pour nos jeunes, c'est 5 années pour obtenir un bac+5. Après, il faut faire confiance au système pour qu'on trouve les modalités pour ceux qui veulent faire un bac+5 pour obtenir ce bac+5 en 5 ans. Est-ce que ça sera une dernière année commune? Est-ce que ça sera une entrée de BUT directement en master ou en deuxième année d'école? Est-ce que ce sera des jeunes qui quitteront le BUT à la fin de la deuxième année pour entrer en licence ou en première année d'école? Bah, je pense tout ça, mon capitaine. Tout ça va être plein de parcours différents. Mais en tout cas, on est très attentif. Le message politique, c'est 5 ans pour un bac+5. Et ça, l'important, c'est qu'on est tous d'accord, acteurs autour de la table, pour tenir ce discours-là. Et c'est ça que les jeunes doivent tenir aujourd'hui. Ce message-là, il est par contre important. Il ne faut pas qu'un jeune se dise
je risque de reculer dans mes études ou je risque de perdre du temps, entre guillemets. La question suivante, elle est un peu du même genre, puisque c'est est-ce que les étudiants de but peuvent-ils toujours concourir après la deuxième année aux écoles d'ingénieurs et commerce ou commerce-gestion, deuxième année ou troisième année? Donc évidemment, tout ça, ça va se construire, Ça, hein. Les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce ont un petit peu de temps pour s'organiser, hein. donc oui, c'est une réforme qui va bien au-delà du système IUT et qui crée, qui demande de l'adaptation à l'ensemble de l'écosystème. Mais c'est comme ça, je ne doute pas qu'on trouvera les voies d'adaptation sans trop de problèmes, hein. Ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai envie de dire tant mieux aussi, parce que d'autre côté, on a la volonté d'accueillir des jeunes de BTS en dernière année de BUT. Donc, il ne faut pas forcément non plus que 100% de nos jeunes montent en BUT 3 pour garder ces places qui nous sont, qui sont importantes, avec des partenariats qui sont forts avec nos collègues de STS. Donc, c'est important aussi qu'on ait une fluidité, même si je pense qu'il faut être honnête là-dessus. La sélectivité à l'entrée du BUT 3 sera bien supérieure, sûrement, à la sélectivité à l'entrée des L-Pro que nous portions. Un des enjeux de la réforme, c'est aussi d'améliorer le taux de réussite des technos qui n'est pas complètement satisfaisant aujourd'hui en IUT. Donc, des jeunes pourraient aujourd'hui se dire, je fais un BTS, puis après, je ferai une L-Pro dans un IUT et ça marchera bien comme parcours. C'est pas complètement faux comme stratégie. Ils peuvent aussi venir chez nous et ils y réussissent bien pour beaucoup. Ce parti pris demain peut être plus compliqué. Peut être plus compliqué. Se dire, je vais faire un BTS, je ferai une L-Pro, je ferai un BUT 3 après. Il faudrait être sacrément bon en BTS pour rentrer en BUT 3. Donc, peut-être que des jeunes vont changer leur stratégie d'orientation en se disant, il faut mieux que j'intègre déjà le BUT parce que du coup, ma place en BUT 3, elle m'est assurée si bien sûr je le valide, etc. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, oui, ça peut changer les stratégies d'orientation des jeunes. Oui, mais c'était justement une question. Les licences pro ne disparaissent pas pour les BTS. La licence pro, ce n'est pas un diplôme exclusif des IUT. Donc, il y a des licences pro dans d'autres composantes de l'université, bien évidemment, et nous n'avons pas vocation, nous, IUT, à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, certainement qu'elles existeront encore. Nous ne pouvons parler que des licences pro portées par le système IUT. Alors déjà, c'est important parce que j'ai beaucoup de questions de jeunes qui sont actuellement en BTS qui me disent « Ah, mais je suis vraiment déçu, je voulais faire une licence pro l'an prochain, je ne vais pas pouvoir avec la mise en place du BUT. » Encore une fois, bien sûr, c'est une démarche. Mais je comprends, hein, enfin, il y a eu aussi, on fait tellement de battage, c'est normal, autour du BUT que du coup, ça pollue un peu le message. Donc, on est très vigilant sur nos candidatures d'éventuelles de licence pro pour septembre prochain. Donc, bien évidemment, 21-22, 22-23, l'offre de L Pro existante en IUT est maintenue, bien évidemment. Donc, la question, elle se pose pour 23-24. Là, on estime, et c'est qu'une estimation au doigt mouillé, que dans le réseau des IUT, 90% des L-Pro vont disparaître, en tout cas se fonder dans le nouveau diplôme de BUT. Il en restera peut-être, alors 10 c'est un ordre de grandeur, hein, des licences pro qui seraient extrêmement spécialisées, qui n'auraient pas vocation à s'intégrer dans l'un des 85 parcours que j'ai évoqués, y compris même en adaptant localement ces parcours à hauteur de 30%. Donc, il en restera. Moi, sur mon IUT, j'estime que j'en aurai une ou deux sur les 18 ou 19 que je porte, qui restera, on va dire, suspendu après un bac+2, avec un accès pour les BTS, tout comme aujourd'hui, ou d'éventuels jeunes de BUT qui, s'ils sont vraiment très solides sur leur choix, quitteront le BUT pour faire cette L-Pro là, parce que c'est vraiment ce secteur, ce métier, mais c'est ce qu'on dans le jargon on appelle plutôt des licences pro de niche, très très pointues, qui là, peuvent avoir toute leur existence, toute leur légitimité, parce qu'elles ont des candidats, notamment souvent beaucoup de candidats de BTS, qu'elles sont en alternance bien évidemment, dans un secteur particulier, appuyées par la profession, voilà. Donc, mais voilà, l'ordre de grandeur, c'est une dizaine de pourcents. Toutes les autres licences pro disparaîtront entre guillemets en 2023-24, ne seront plus proposées en tant que diplôme en tant que tel, parce qu'elles auront été intégrées dans la réflexion et la construction des BUT correspondants. Les BUT, alors je ne l'ai pas dit parce que, non pas qu'on le cache, mais ça complexifie le discours aux jeunes, les BUT sont une forme particulière de licence pro. L'arrêté de décembre 2019, c'est l'arrêté des licences pro. Et vous le savez que les licences pro, demain, pourront être proposées en un an comme aujourd'hui, en 2 ans après une première année universitaire, enfin une première année supérieure, ou en 3 ans. Donc il pourra y avoir demain des licences pro en 3 ans dès la sortie du bac. Peu d'universités, peu de mes collègues et composants généraux, je pense, vont se lancer dans cette licence pro en 3 ans. Et en fait, nous sommes une licence pro en 3 ans qui,
parce que nous sommes un IUT, cette licence pro prend le nom de BUT. Dans l'arrêté maintenant de 2019 qui régit les licences pro en général et donc le BUT, puisque nous sommes une partie spécifique de cet arrêté, mais que nous avons des spécificités dans la deuxième partie de l'arrêté, mais nous sommes évidemment tenus par le début de l'arrêté. L'objectif, c'est 50-50 en poursuite d'études. Il n'est pas pour le BUT, celui-là d'ailleurs, cet objectif est dans la partie générale. Donc aujourd'hui, les licences pro, il sera attendu un 50-50. Donc ça change aussi beaucoup la donne en termes de poursuite d'études, y compris d'entrée en master. Donc après, une question très simple, hein. Est-ce qu'un doublant de DUT pourra doubler en BUT? Alors, oui, il y a deux questions, je pense. Bon, je la comprends de deux manières. Alors, oui, bien sûr, il y aura des redoublements en BUT. Non, la vraie question, je vois Christian Cuessa sous mes yeux, on s'en rappelle, à chaque fois qu'il y a une réforme, de toute façon, la question des redoublants est compliquée. Mais voilà. Là, elle sera encore plus épineuse parce que évidemment nous avions des mécanismes pour les redoublants, ce qui n'est pas le cas quand on est en terminale ou même en BTS. Nous avions des mécanismes de validation d'un certain nombre de choses. Donc là, c'est clair que ça va être compliqué de conserver des matières dans un nouveau diplôme qui en plus doit être structuré totalement autrement. Bon. Après, on se débrouillera et on essaiera d'aller valider le plus de choses qu'on peut si l'an prochain, on a un jeune qui est en première année et qu'on prononce un redoublement en fin d'année et du coup, il va redémarrer en BUT. Bon, on se débrouillera pour l'accompagner au mieux, pour lui capitaliser quand même un certain nombre de choses. On va un petit peu bricoler, vous m'excuserez l'expression, mais c'est toujours comme ça l'année de la transition. Il y a un truc qui nous inquiète plus, mais c'est vraiment la cuisine, c'est qu'on avait en plus dans le système IUT, Christian s'en souvient, parce qu'il en était en partie à l'origine, une possibilité d'un redoublement en mi-année. Hein. On était en S3, hein, donc en milieu de deuxième année, et pouf, c'est ce que je vais m'apprêter à faire d'ici 2 jours en jury, et pouf, on retombait en première année. Donc un redoublement sur une année, mais S2, S3. Alors ça, il va falloir qu'on soit très modéré dans le jury de l'an prochain à la même date, parce que là, un jeune qui avait démarré le DUT, qui était en S3 de DUT, qui va se retrouver au milieu de l'année première année de DUT, ça va être compliqué en termes de validation et tout ça. Bon, après un redoublement annuel, j'ai envie de dire, au pire du pire, commencerait tout son BUT, enfin, il recommencerait toute l'année sans qu'on puisse rien capitaliser, et il y aura quand même des matières bien sûr, qui vont se ressembler. Donc, on essaiera de faire un truc un peu hybride. Voilà, c'est toujours comme ça l'année de la mise en place. Merci. Et ensuite, on avait quelqu'un qui voulait que vous reveniez sur le parcours de type 3. Là, tout à l'heure, vous avez évoqué plusieurs Ouais. Attends, type 3, donc peut-être revenir un petit peu dessus. Oui, alors, c'est un peu du jargon, mais c'est vrai que nous avons donc 3 types de parcours. Le type 3, c'est simple. En fait, c'est les 3 spécialités pour lesquelles les parcours démarrent en première année. Donc, carrière sociale, information communication, génie biologique. On l'a appelé type 3, ne me demandez pas pourquoi, mais on aurait pu l'appeler type 1. Voilà, c'est notre jargon. C'est pour indiquer qu'effectivement, là, on a besoin d'une spécialisation puisqu'on prépare à des métiers fort différents. Même si on est sous l'égide d'une même spécialité, on a besoin de spécialiser les jeunes encore plus tôt. Voilà, commencer en deuxième année ne serait pas suffisant. Donc, on les spécialise dès la première année. C'est ça que veut dire le type 3, c'est on démarre la spécialisation dès la première année et dès lors, ça donne lieu à des candidatures spécifiques dans Parcoursup pour ces 3 spécialités. Mais c'était déjà le cas en DUT, on candidatait déjà par option pour ces 3 DUT, alors que par exemple, vous savez sûrement, en GEA, il y avait des options, mais on ne candidatait pas par option. On faisait son choix en cours de deuxième année, en cours de première année. Ce qui n'empêchait pas, bien sûr, quand on candidatait en GEA, un peu à l'image de ce que je dis pour les parcours, de se renseigner sur les options qui étaient proposées dans les IUT. On avait envie de faire GRH et c'était pas proposé, autant pas candidater dans cette IUT. C'est exactement pareil. Bon, donc le type 3, c'est vraiment, je me spécialise dès la première année. Les types 1, les types 2 démarrent en deuxième année. Le type 1, c'est vraiment des compétences spécifiques au-delà d'un tronc commun. Le type 2, c'est des compétences identiques pour tous les parcours, mais on les travaille à des niveaux de compétences différents. Merci. Ce que j'entends, en fait, c'est qu'on est bien sur une évolution, je dirais, plutôt qu'une révolution, quoi. C'est-à-dire qu'on s'appuie quand même sur dire ça à mes collègues, ouais. Oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'appuie quand même sur des choses qui se faisaient Bien déjà. sûr, non, mais bien sûr. Les cartes ne sont pas rebattues. Non. Voilà, genre, on entend déjà qu'on disait pour le DUT, on se mettait dans l'option déjà qu'on faisait. Non, mais on a la faiblesse de penser qu'on faisait. Voilà. Oui.
j'entends bien que si vous... Oui, non, non, la faiblesse de penser qu'on faisait quelques petites choses bien quand même et qu'on n'est pas revenu sur tout, donc on a gardé le C'est pour meilleur et rassurer on a aussi adapté les quelque choses. part, hein. C'est pour montrer que tout n'a pas changé. Non, Enfin, non, mais c'est rassurant. Enfin, bien sûr, voilà, hein, mes collègues sont très inquiets parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. oui, Mais c'est vrai que de l'autre côté, on a un discours aussi, qui n'est pas un discours qui est de circonstance, qui a une réalité aussi pour rassurer. C'est ouais, aussi pour ça qu'on a voulu garder les 24 spécialités. C'est aussi pour ça que, bien sûr, au-delà de ça, ça c'est un voilà. peu cosmétique, mais que tout ce qui a fait la réussite des IUT, on le conserve et on le renforce éventuellement. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont Voilà. rester. Donc après, là, une question déjà sur Sur diète? l'insertion professionnelle, hein, entre BTS diététique et but. Alors, on se demande à quel niveau, quelle Ah, alors, insertion ça, serait c'est un vrai sujet. C'est moi qui pilote ce dossier au niveau de l'adulte. C'est alors compliqué de répondre aujourd'hui, puisque vous savez qu'on est sur une profession réglementée pour exercer le métier de diététicien ou diététicienne, et que pour l'instant, à juste titre, parce qu'en plus on est une profession paramédicale, donc faut faire attention. Mais c'est pareil pour l'ex-option ABB, hein, il y a une profession protégée et réglementée derrière, même si peu de nos jeunes s'en emparent, alors qu'en diététique c'est plus le cas. La profession de technicien de laboratoire médical. C'est le ministère de la Santé qui tranche, donc on est sur l'interministériel. Le ministère de la Santé va trancher pour dire quel est le diplôme qui va permettre l'accès à la profession réglementée. Au jour d'aujourd'hui, c'était assez simple pour diète. Il y avait le BTS diète et il y avait le DUT, pardon, génie biologique, option diététique. Donc, on était au même niveau. Vous allez me dire, c'est normal qu'on soit au même niveau. Oui, mais si je prends l'exemple de technicien laboratoire médical, il y avait un BTS, il y avait un DUT et il y avait un bac+3. Donc, on peut tout à fait avoir des professions réglementées auxquelles on accède avec des nombres d'années d'études différents. Fort de ça, on ne sait pas. Le ministère de la Santé, je peux les comprendre, ne veut pas se prononcer de manière définitive. Alors on sait que ça donnera accès, hein, on n'est pas inquiet et on a des garanties du ministère de la Santé. Par contre, ils ne veulent pas se prononcer officiellement tant qu'ils n'auront pas entre les mains le référentiel de formation. Le référentiel de compétences ne leur suffit pas. En tout cas, ils ont considéré que ça ne leur suffisait pas, même s'il est extrêmement précis. Ils veulent voir le référentiel de formation. Et ce n'est qu'au vu de ce référentiel de formation qu'ils se prononceront. Alors, plusieurs possibilités. Soit c'est le BUT, qui permet l'accès aux professions réglementaires. On parle de génie biologique, mais on pourrait avoir aussi le même raisonnement sur carrière sociale, hein. Il y a aussi des professions réglementées derrière. Donc là, c'est la même réponse. Ça, j'en ai pas pour l'instant. On y travaille et c'est de l'interministériel, c'est pas facile. Ils veulent en savoir plus, ces ministères de tutelle, pour se prononcer. Bon, on n'est pas inquiet, hein, il y a deux solutions, hein, pour diététique, mais ce serait pareil pour les autres. Pour diététique, il y a deux solutions. Soit c'est le BUT génie biologique, parcours diététique et nutrition, parce qu'on a rajouté le mot nutrition dans le nom du parcours par rapport à l'option qui donne l'accès à la profession réglementée. Je pense que les échos qu'on a officieux du ministère, c'est vers ça qu'on se dirige. Ou au pire, c'est le DUT délivré au passage qui donnerait ça. Ce qui va être plus compliqué pour nous, parce que c'est-à-dire qu'il y a des années de stage à réengager. Vous savez qu'il y a beaucoup d'années de stage en DUT, donc voilà, bon, a priori, on ne tend pas vers ça, on tend plutôt vers le BUT qui donnera. Bon, mais c'est totalement officieux et on n'a aucun élément écrit là-dessus parce qu'ils attendent d'avoir les référentiels bouclés pour pouvoir se prononcer. Et ça, nous pourrons le faire que l'an prochain, puisque je vous l'ai dit, on écrit la première année, mais on écrira la deuxième et la troisième que l'an prochain. Donc, on n'aura pas de réponse. Voilà, après, il faut rassurer les jeunes. Ce diplôme permettra l'accès à la profession réglementée. Est-ce qu'il faudra qu'il reste 3 ans chez nous? De toute façon, même sur ce diplôme de DUT qui reste celui qui insère le plus, on voyait ces dernières années apparaître de la poursuite d'études aussi sur le DUT diététique. Donc, je crois que c'est pas un souci. Et puis, celui qui a un doute et qui se dit, dans le doute, je fais pas un bac+3, il fera un BTS diète, hein, c'est pas grave. Donc, enfin, c'est un très bon diplôme aussi. Donc, ça m'inquiète pas outre mesure. Je comprends qu'il y a un peu d'incertitude, mais je suis pas très inquiet. Voilà, ça va se régler. Voilà. Je pense pas que ça soit de nature à modifier radicalement la stratégie d'orientation des jeunes.
Donc après, une question sur les quotas. Alors, moi, j'appelle ça plutôt les taux que les quotas, hein, bac Oui, ben on généraux. peut assumer le mot quota, il n'y a pas de problème. Donc, pas de vivier de recrutement différent comme en BTS. Ben si, Si, on a si, 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 c'est la loi depuis, c'est depuis la Geneviève loi. Fioraso, c'est déjà la loi. L'arrêté est parfaitement symétrique dans sa rédaction. Il y a marqué IUT, il y a marqué BTS, il y a marqué Techno, il y a marqué Bac Pro. Il est rigoureusement écrit de la même manière. Donc, il y a bien des pourcentages minimaux, hein, si on prend le terme officiel, de Bac Techno en IUT, comme il y en a respectivement en BTS. Et il y aura la même chose pour le BUT. On est sur un objectif de 50%. C'est compliqué selon les spécialités. Alors, pour tout vous dire, l'arrêté est écrit de manière à ce que ça soit mesuré à l'échelle de l'IUT dans son ensemble, ce que nous on récuse formellement parce que quand vous avez des spécialités qui sont très disparates et très enfin, où c'est très difficile d'avoir un taux de 50%, hein, je pense à génie biologique, à chimie, à mesure physique, où le vivier notamment de STL n'est pas là, ça serait quand même un peu compliqué que j'explique à mon département GA ou TC, bah, comme en mesure physique, ils jouent le jeu, mais ils ne peuvent pas avoir plus que 15 ou 20%, bah, toi, tu vas prendre 150% de techno, quoi. Enfin, ou au moins 100%. Ça n'aurait pas de sens. Mais bon, des fois, hein, il y a des slogans politiques qui sont transcrits dans les textes, c'est comme ça. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaye de tendre vers 50%. Alors, en mesure physique, sur une question de chat, c'est pas qu'on ne le respecte pas, c'est qu'on ne peut pas le respecter. Enfin, si je peux respecter 50% en DUT mesure physique, je ferme 2 groupes sur 3, quoi. Et encore, je suis pas sûr de rester. C'est pas du tout une volonté des collègues. Moi, je veux dire qu'en techno, je classe 90% de mes candidats bac techno en mesure physique. Il y a des DUT aujourd'hui et des BUT demain où nous n'avons pas de candidats parce que le vivier n'est pas. Les STL, on perd encore des candidats, des bacheliers cette année. Et comme en STD, on perd des candidats. On a un vrai problème de diminution des jeunes dans les filières techno qui va nous poser problème parce que le billet est en train de se raréfier alors qu'il était déjà pas très très élevé. Mais bon, ça. C'est bien ce que j'ai dit en propos introductifs et j'ai bien pour ça que j'ai voulu rentrer par cette entrée. Enfin, j'ai voulu vraiment attirer l'attention aussi des psy-EN qui sont de la région académique parce que c'est des sujets de région académique. Hein. Bon, mais parce que je connais bien les chiffres de Créteil, juste comme ça, vous rappelez quand même que à l'issue de la seconde GT dans l'académie de Créteil, les décisions d'orientation vers la STMG sont de 20% et que vers la ST2D de 5% et vers le bac STL de 1%, ce qui fait qu'on voit bien que le flux d'élèves est bien plus faible dans les deux filières que vous évoquez et ce qui pose des soucis dans le recrutement des DUT. Et ça, ceux-là, ils ne sont qu'en première. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, ben, on va pas encore augmenter le vivier. Donc, il y a tout un travail Il y a un d'accompagnement gros travail à faire sur qui est à faire et qui a été pris en charge hein, par la région académique et par donc les trois académies, et notamment Créteil, mais pour ceux qui sont de Créteil, mais pour les trois, sur ce travail de représentation de la filière STI2D, de représentation de la filière STL, mais qui va prendre du temps. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ouais, là, on est vraiment une victime collatérale de Tout la à réforme du bac général. Hein. Là, Voilà, donc c'est bien malheureux parce que ils auraient pu faire d'excellents étudiants de bac techno avec de très belles opportunités d'études. Mais bon, voilà, il n'y a pas que c'est la comme ça. réforme du bac général. Moi, parce que c'est quand même, ça fait quand même un certain temps quand même que les jeunes sont moins attirés par les deux bacs technologiques que je viens Hum, de citer. hum. Et on voit une recrudescence de l'orientation vers la filière STMG. Il y a eu la première année un rééquilibrage dans un mauvais sens vers la filière générale qui a été diminué là cette année, donc ça revient un petit peu au taux auparavant, mais donc on n'arrive pas à orienter ou à engager les élèves vers ces filières-là qui sont pourvoyeuses à la fois de formation intéressée, la preuve, et ensuite d'insertion Bien professionnelle. sûr. Donc, il y a tout un travail très en profondeur. Hein, Non, mais il y a un gros travail chacun de revalorisation de la filière techno. voilà, Alors, si on ensuite, il prend y le avait une fil des question sur le handicap. questions. Donc, comment Alors voilà, on est vraiment une formation universitaire. Hein. Il y a 2 questions sur le handicap et euh, je, je- je suis assez surpris que oui, certains IUT ne soient pas accessibles. Alors, bien sûr, déjà, enfin, c'est
c'est notre volonté, notre responsabilité d'enseignants, de directeurs, évidemment d'accueillir au mieux et de favoriser au mieux l'accueil des étudiants en situation de handicap, au-delà du fait qu'il y a quand même fort heureusement des obligations réglementaires qui nous échoient dans l'enseignement supérieur à l'université. Nos universités, j'ai quand même la faiblesse de penser qu'elles sont équipées pour accueillir, que ce soit en termes d'accessibilité, que ce soit en termes d'aménagement, etc. Il y a des schémas du handicap dans toutes les universités. J'ai du mal à croire que des universités au jour d'aujourd'hui ne sont pas accessibles pour des jeunes qui seraient en situation de handicap, quel que soit le handicap, au moins d'un point de vue accessibilité des locaux. Alors, je ne veux pas parler au nom de toute l'université d'Île-de-France, mais chez moi, je suis tranquille pour mon université et mon unité en particulier. Bien sûr qu'après, il y a des aménagements de scolarité pour ces jeunes, à l'instar de ce qui se fait pour d'autres formations universitaires, bien évidemment, avec une volonté d'ailleurs politique des IUT de s'emparer de cela. Après, la vraie question qui peut subsister, et qui est plus compliquée à résoudre, c'est la compatibilité de certains handicaps avec certaines études très où le geste ou la manipulation est très très forte, mais ça c'est un dialogue qu'on engage, y compris avec les services du rectorat, quand il y a des commissions d'affectation des étudiants en situation de handicap, on essaie de regarder si le projet professionnel est, c'est malheureux de le dire comme ça, mais possiblement en adéquation avec la situation de handicap, parce qu'on sait que malheureusement, sur certaines professions, l'aménagement de poste ne sera pas possible et que du coup, c'est compliqué. Alors, on revient sur le WICI. Donc, il n'y aura pas de proposition d'émission avec WICI. Ben non, il n'y en aura pas. Non. C'est pas un Voilà. débat. Nous sommes une On va formation pas sélective, donc il n'y a pas de se WICI battre en là-dessus, IUT. Il hein, il n'y en aura pas. n'y en a jamais eu, il n'y en Euh, aura pas, ça ne change pas. non. Les Voilà. programmes de BUT peuvent-ils Alors, être trouvés sur EduScol et sinon à quelle échéance? EduScol, je ne sais pas. En tout cas, à un moment sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, parce que nous sommes un diplôme universitaire. Après, est-ce que ça reverse sur EduScol? J'avoue, je ne sais pas. Jamais vérifié si ce DUT y était. Mais en tout cas, accessible après leur publication, oui. Là, on est sur un calendrier de publication du référentiel de compétences en général et de formation de la première année autour de début mai. Et encore, ça me paraît très optimiste au regard du travail qui est devant nous encore d'écriture, ne serait-ce que de cette première année. Le référentiel de compétences, il est écrit, mais il sera publié en même temps dans un même arrêté. En 2013, vous vous en souvenez peut-être pas, quand on a publié nos derniers programmes, alors ça, il n'y a pas de réforme du diplôme, mais les programmes ont été modifiés, les arrêtés ont été publiés en juillet. En termes de publication, parce qu'il y a tout un passage par les instances ministérielles, vous vous en doutez, CNESER notamment, qui sont importantes. Bon, en tout cas, voilà, on devrait avoir des versions finalisées qui pourront peut-être être communiquées sous réserve de versions de travail avant les votes des instances, autour de, oui, fin avril, début mai. Mais honnêtement, ce n'est pas... c'est pas gênant à partir du moment où on a le référentiel de compétences, à partir du moment où vous disiez, Geneviève, à juste titre, qu'on ne va pas non plus tout révolutionner. Une première année de BUT va quand même beaucoup en termes de discipline abordée, même si elle approche par compétences. Il y a quand même des ressources, des compétences, elles ne tombent pas du ciel. Donc on va avoir des cours, des TD, des TP. On va quand même avoir des premières années qui vont ressembler étrangement en termes de discipline abordée aux premières années actuelles. Donc on peut tout à fait, et nos plaquettes, quand on les rédige en ce moment, on a pris le parti de remettre les mêmes matières que ce qu'on avait. Donc, peu ou prou, il y en a peut-être une qui va glisser en deuxième année, une de deuxième année qui va glisser en première. Mais enfin, voilà, on connaît les pôles de matières qui vont être abordés. Donc, on a tout à fait les éléments, vous et nous, pour orienter les jeunes et leur. Voilà. Puis après, moi, j'ai jamais vu un jeune qui m'a demandé alors, au S2, j'aurai combien d'heures de maths, quoi. Enfin, voilà, ils ont besoin de savoir quels sont les grands pôles, les matières qui vont être abordées. Et ça, évidemment, DUT, BUT, j'ai envie de dire, même combat. Alors, après, une question sur une certification en langue anglaise. Est-ce que les étudiants de BUT auront une obligation d'obtenir cette certification? Alors, vous savez que c'est déjà le cas, y compris pour l'année en cours, pour 5 spécialités de DUT. En tout cas, il y a un arrêté ministériel, ça se retrouve. Le choix nous a paru un peu étrange des 5 qui ont été retenus sur les 24, mais bon, c'est comme ça. Et toutes les LP sont soumises à certification en langue dès la diplomation 2021, c'est-à-dire pour les étudiants qui sont actuellement en cours de formation.
Ça s'appliquera pour les DUT que je viens de nommer pour l'année prochaine aussi, et puis ça s'appliquera pour le BUT à terme. Vous savez que tout ça a pris du retard puisque le ministère a mis beaucoup de temps à établir le marché et désigner l'affectataire pour l'enseignement supérieur. Il y a un groupe de travail qui se met en place au niveau ministériel dans lequel l'ADUT sera représenté en même temps que la CPU et les inspections générales des GESIP et des GESCO. Ce que l'on a comme rumeur qui devrait être confirmée très très prochainement d'un point de vue réglementaire, c'est que, je ne sais pas ce qu'il y en est pour les BTS, mais pour les DUT et les LP, nous devrions être dispensés cette année de cette obligation, ce qui semble quand même assez raisonnable, sachant que nous venons de connaître l'attributaire du marché, préparer des jeunes maintenant, y compris pour certaines LP qui ont quasiment fini leur cours, ça devenait un petit peu compliqué. Bon, ce n'est pas officiel, mais un arrêté ministériel devrait sortir très prochainement pour dispenser cette année de cette obligation à titre dérogateur du fait de la pandémie et du fait du retard pris dans la désignation de l'affectataire. Pour le reste, les BUT seront comme tous les diplômes de l'enseignement supérieur universitaire à tout le monde, mais aussi dans le sens large, concernés par cette obligation qui est une obligation qui va bien au-delà des ministres respectifs. Hein. C'est quelque chose qui est arrivé du Premier ministre, voire même du Président, puisque c'est une logique de renforcement de la compétitivité de nos étudiants. On pourrait discuter longtemps de la pertinence, mais on n'est pas là pour discuter des textes. Donc après, on a une question sur est-ce que sur les décrocheurs éventuellement première année, moi je sais l'accompagnement que vous mettez en place. Mais oui, voilà, mais ça puis, reste un ils sont sujet. nombreux, effectivement, voilà. Ils sont toujours trop nombreux. Oui, Ils sont toujours trop nombreux. Nous, voilà, il y a un vrai travail à faire en commun qu'on fait en ce moment, hein, d'identification par les jeunes de ce qui va être le contenu de la formation et de l'adéquation de leur profil aux formations dans lesquelles ils candidatent. Même si on a aussi le droit de faire une première année qui se transforme pas. Moi, c'est ce que je dis aussi aux jeunes en jouant les portes ouvertes, hein, parce que leurs parents sont surstressés. C'est pas non plus, ils sont pas en train de jouer leur vie non plus dans les choix Parcoursup. Hein. On peut aussi se tromper, on peut aussi commencer des études et apprendre des choses, rebondir. Nous, on est ravis d'accueillir des étudiants qui sont en réorientation, qui ont fait 1 an, 2 ans du supérieur, et ça fait d'excellents étudiants. Il n'en reste pas moins que, on essaie de faire en sorte, et vous, sur le terrain, vous le faites encore plus que nous, en tout cas en partenariat, d'avoir des jeunes qui candidatent et qui s'orientent en connaissance de cause, en ayant le maximum d'informations. Mais oui, on a des abandons, donc il faut travailler sur l'orientation en amont. Et puis c'est aussi les abandons, ils ont 2 sources. Hein. Il y a des jeunes qui finalement ne s'épanouissent pas dans les études qu'ils ont choisies, à la fois sur des questions de contenu ou de forme, de format. On parlait de BTS, DUT, voilà, c'est pas les mêmes qui peuvent s'épanouir dans l'un et dans l'autre. Et puis après, il y a des jeunes aussi qui décrochent parce qu'ils n'y arrivent pas. Il y a aussi un abandon parce qu'on a on s'y plaît, on est plutôt intéressé, mais on n'y arrive pas. Moi, j'ai des jeunes qui, après un DUT TC, abandonnent et vont dans un BTS ex-MUC, enfin MCO, quoi. C'est que globalement, c'est que le commerce continue à les intéresser. Donc là, c'est plus, est-ce que c'est le format, est-ce que c'est le niveau, c'est sûrement un peu de tout ça. On espère bien que le nouveau format du diplôme, que l'accompagnement encore renforcé qu'on va mettre en place, que l'orientation qu'on fait avec vous, que la dilatation un petit peu du temps avec moins d'enseignements par semaine fait qu'on aura plus de capacité à repérer, accompagner, remédier pour ces décrocheurs. Mais bon, ils ne sont pas très nombreux non plus. Hein. On est des abandons, on est entre 10 à 15% à peu près, hein, en moyenne, mais c'est toujours trop. Quand on a une formation sélective, y compris quand certaines sont très sélectives, voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les DUT. Hein. Voilà, il y a des DUT très sélectifs et des DUT, je vais presque le dire comme ça, il suffit de candidater pour être pris. Enfin, c'est un peu péjoratif, mais c'est à peu près ça. Parce qu'ils sont moins attractifs, c'est tout. Oui, voilà, on va le dire comme ça. Pour des raisons qui nous échappent des fois d'ailleurs, mais qui sont moins attractives. Mais c'est quand même important aussi de casser cette image de sélectivité très forte. Il y a des pressions différentes entre les IUT. Ça, on a fait une étude ici au SAIU. Ah ouais, c'est très impressionnant. Voilà. On va passer de 4 élèves pour une place à 60 élèves pour une place. Absolument. Et le 4 élèves pour une place ne veut rien dire parce qu'au final, on va tous les prendre et on va même ouvrir la complémentaire. Oui, moi, j'ai des taux de classement qui dépassent les 90%. C'est-à-dire que je dis oui, il y en a même qui vont rater le bac là-dedans. Enfin, pas l'an dernier, mais les autres années. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on prend tout le monde. Hein. C'est malheureux de le dire, mais voilà, évidemment, vous dites que c'est pas sans conséquence sur le taux de réussite aussi. Hein. Enfin, voilà, c'est cumulatif tout ça, quoi. Alors ensuite, encore une question qui est encore un peu sur la sélection. Hein. Donc, on est en cours de but.
voilà, des différents parcours en cours de BUT, est-ce que, bah, comme tout ce qui est sélectif, hein, quelque part, est-ce qu'il y a une sélection, est-ce qu'il devra choisir par défaut ou en tout cas parce qu'il n'aura pas? Alors, déjà, il faut avoir en tête que on a déjà l'habitude de faire des choses comme ça. J'évoquais GEA tout à l'heure. Bah, il y a des options que les jeunes choisissent en première année pour intégrer l'une des options de GEA en deuxième année. Chimie a des options. Il reste après, du fait de l'adaptation locale, des parcours qui existaient, mais qui n'est pas du tout dans l'optique des parcours demain, mais notamment, vous savez que dans l'arrêté de 2005, on pouvait proposer des cours différents à ceux qui souhaitaient s'insérer après le DUT, ceux qui souhaitaient faire une licence pro, ceux qui souhaitaient faire un master. Donc déjà, on avait des groupes différents, des instruments différents. Donc la gestion de ces flux est déjà une question qu'on se pose aujourd'hui dans tous nos DUT. Donc il n'y a pas de raison que ça soit plus compliqué demain. Après, c'est toujours un dialogue avec le jeune. On part de son objectif. Évidemment, dans l'idéal, l'idée, c'est d'accéder à son souhait de parcours. Mais après, il y a des questions organisationnelles, il y a des questions aussi de débouchés. Hein. Si on a configuré un DUT-TC, dans lequel on propose 4 parcours, c'est qu'aussi qu'on sait qu'en termes de débouchés professionnels, on ne pourrait pas avoir les 120 dans le même parcours. Donc, il y a un dialogue avec eux, il y a un dialogue aussi, un aller-retour entre les compétences et les points forts qu'ils ont eux-mêmes. Hein. Il y a ce qu'on appelle du PPP hein, en première année, hein, un projet personnel professionnel aussi. Il faut aussi qu'ils s'interrogent sur quelles sont leurs compétences au regard des parcours. Donc, je ne suis pas très inquiet parce qu'encore une fois, on le gère depuis très très longtemps. En GEA, personne ne nous posait la question comment vous faites, quoi. Et on le fait depuis 50 ans. Donc c'est la même chose. Donc on saura le faire. On essaiera de ne pas contraindre. À la fin, il y aura un choix qui se fera. Hein, voilà. Bon, mais il faut pas non plus. À la fois, ils sont importants ces parcours. Il ne faut pas non plus les survaloriser. On sera diplômé d'un BUT de la spécialité, avec certes des enseignements différents selon les parcours, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est complètement structurant. Alors après, c'est vrai que c'est une interrogation, hein, puisqu'on est dans de nouveaux bacs généraux, hein, donc bien sûr, on a dit que 50%, hein, on va dire comme ça, de bacs techno en DUT, donc il reste 50% hein, pour les bacs généraux. Et on y est attaché. Et voilà, tout à On y fait. est très attaché. C'est très important, donc c'est bon, on va pas dire non plus parce que quelquefois quand ça a été mis en place, c'est tôt, oui, donc les bacs généraux n'ont plus de choix. Ben si, il y en a encore 50%, donc voilà. Oui, et comme je peux le dire de temps en temps, il n'y a pas de priorité pour les technos. Le mot priorité a un sens en français, il n'y a pas de priorité. Il y a des groupes de bacs différents dans Parcoursup. Donc, bien sûr qu'on est attaché à des bacs généraux et on est vraiment très sincèrement très attiré, nous en IUT, par la réforme du bac général. Par cette idée de l'individualisation des parcours, du fait qu'on a des jeunes qui ont des parcours moins homogène que ce qu'on avait jusqu'à présent. On est très attaché à cela. La consigne très forte de l'adulte, c'est vous ne verrez jamais de document dans lequel pour telle spécialité de BUT, il faut avoir pris telle spécialité en première et en terminale. Tous les parcours sont possibles sur le papier. Alors après, évidemment, on va regarder aussi la cohérence entre les parcours suivis par le jeune et les spécialités dans lesquelles il candidate. Et on le voit aussi à la fois comme un outil de mesure de son niveau et aussi de sa motivation. C'est sûr qu'un jeune qui candidate en BUT mesure physique et qui n'a pris ni en première ni en terminale aucune spécialité scientifique, ça va quand même nous questionner quand même. Enfin, on se dit, mais on ne peut pas mesurer son niveau parce qu'on n'a aucun accès aux notes de seconde, donc on ne peut même pas savoir s'il est super bon en maths en seconde, donc on n'a pas l'info. Et deux, on se questionne quand même sur sa motivation. Après avoir abandonné les sciences pendant 2 ans, vouloir revenir sur un diplôme très, très scientifique, c'est questionnant. Par contre, en aucun cas, on imposera dans nos candidatures pour des DUT scientifiques d'avoir pris 3 spécialités scientifiques. Ça n'a pas de sens. Moi, j'aime tout autant un jeune qui a pris 3 spécialités scientifiques parce qu'il est passionné par les sciences qu'un jeune qui en a pris 2 qui se dit tiens, j'ai envie de faire de l'histoire ou j'ai envie de faire des langues. Moi, je trouve ça super intéressant comme profil. Voilà. Et après, dans le tertiaire, l'aspect maths n'est pas un prérequis. De toute façon, je vais vous dire, hein, si on met ça comme prérequis, nous ne remplissons pas nos DUT tertiaires. C'est simple. Vu la chute des enseignants de spécialité en maths, et qui, quand même, on peut penser que c'est des jeunes qui se préparent plutôt à des études scientifiques,
Donc en gros, hein, ce qu'on a beaucoup perdu, c'est les ex-ES en fait. Ceux qui ont abandonné l'aspect maths, c'est ceux qui étaient plutôt sur un profil anciennement ES, qui en auraient fait parce qu'il y en avait en ES, et qui se disent, tiens, j'ai une opportunité de pas en faire. Et on va continuer à les prendre. Donc on va avoir de la remédiation, on va avoir des premières années qui vont être un peu à la carte en fonction des parcours qu'auront suivi les jeunes au lycée, mais on n'a aucun préalable dans les enseignements de spécialité qui ont été suivis. Donc, je pense qu'après, on a aussi déjà répondu un petit peu à est-ce que les IUT seront plus ouverts à la réorientation. Bon, Oui, absolument. on avait déjà Beaucoup plus dit. ouvert. Il y avait encore une Voilà. question sur la situation de certains IUT avec des difficultés Ouais, pour ouais, bah, garder des élèves je en peux pas fauteuil. répondre pour tous les Effectivement, IUT. c'est une vraie problématique, c'est une vraie question, mais là, c'est vrai qu'on n'a pas de J'ai la réponse faiblesse de penser aujourd'hui. que c'est le cas, mais je peux pas me prononcer pour l'ensemble des IUT d'Île-de-France. Après, il y a Euh, une histoire entre comment faire un choix pour un élève, l'accompagner le choix de l'élève vers un BTS ou un DUT. C'est vrai que bon, la question, c'est, on le constate dans l'Académie de Créteil. Je ne m'engagerai pas pour l'Académie de Versailles, mais un choix souvent chez les lycéens de l'établissement de proximité. C'est-à-dire donc le BTS qui sont admis, c'est quand même fréquent. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, même quand on engage, on accompagne. Moi, je l'ai vu en regardant les chiffres là. Les élèves de bac techno font énormément de vœux en BTS. S'ils sont bons, ils sont admis aussi en BTS, hein, puisqu'ils peuvent être admis à plein d'endroits différents. Et puis, souvent, on voit que le choix se fait sur ce qui est le plus près de chez lui, pour les oui, raisons bien qui sont sûr. indiquées. Hein, parfois, c'est du logement, un coût, un transport, voilà, etc. Non, non, vous avez raison, Travaillons. hein, il y a un maillage territorial des IUT qui est fort, hein, en Mhm. Île-de-France. Mais une fois qu'on a dit ça, bien sûr, quand vous regardez les spécialités proposées par les IUT, bien sûr, chaque IUT d'Île-de-France ne propose pas, vous en doutez bien, les 24 spécialités à chaque fois. Donc, pour certaines spécialités, elles sont très bien réparties sur le territoire, hein. On a souvent un TC proche de chez soi. Par contre, moi, j'engage des spécialités type chimie. Vous en avez deux en Île-de-France, chez moi à Vitry et à Orsay. La région nord de Paris n'est pas couvert. Génie biologique, on a un peu progressé avec l'ouverture de Bobigny, parce qu'avant ils étaient que en décalé, mais ça reste Bobigny, Cergy, Créteil et récemment Sénart, mais ça ne fait que 4. Donc voilà, il y a plein de spécialités qui sont quasi orphelines. Donc oui, c'est une problématique, même si on est en Île-de-France. Enfin, être en Île-de-France, c'est une chance. Il y a quand même des réseaux de transport qui sont relativement correct, mais nos jeunes peuvent avoir des longs temps de transport. Mais à l'inverse, les loyers, évidemment, sont sur des niveaux qui sont très compliqués pour certaines familles, ce qui est potentiellement plus accessible quand on est en région. Donc, Oui. voilà, il y a bon, et l'Île-de-France, et il y a certes un bon maillage territorial, mais on a quand même, en proportion du nombre de bacheliers, peu de places en IUT par rapport à certaines régions, hein. Vous vous rappelez qu'il y a eu un plan d'ouverture de places important en Île-de-France à la rentrée 2019, mais on a encore un déficit, voilà, parce que historiquement, on a des universités parisiennes qui, pour la plupart, n'ont pas d'IUT. Enfin voilà, il y a tout un tas de raisons à cela. En tout cas, les intramuros ont très peu Ce d'IUT. n'est pas sectorisé. Alors, ce n'est pas sectorisé Et en absolument, plus, et c'est vrai que du coup, c'est l'offre de formation s'en ressent. En région, il n'y a pas une université, surtout depuis l'agroupement, quasiment qui n'a pas un IUT. À Paris, les intramuros, il n'y en a quasiment aucune qui a un IUT. se présente Christian Questet, donc il est Oui, conseiller pardon. enseignement supérieur auprès du recteur de Créteil, donc il travaille Et mon davantage prédécesseur sur comme l'enseignement directeur. supérieur, qui a été lui directeur d'IUT, il a eu plein de trucs, donc plein de fonctions, pardon. Juste pour les éléments, les universités Paris Intramuros n'ont pas de DUT, sauf l'université de Paris, qui a regroupé les deux seules universités d'avant qui avaient un DUT, c'est-à-dire Paris 5 et Paris 7, devenant l'université de Paris, d'ailleurs avec possibilité de fusion, je crois, pour faire un IUT, c'est pas encore gagné. Mais C'est en pas tout cas, il gagné, est mais possible bon. qu'il n'y en ait qu'un seul, puisque l'IUT qui était lié à Paris 7 était un IUT uniquement avec un seul département mesure physique uniquement pour l'IUT de Paris 7. Donc, on va pas revenir sur les 50%, mais il y a des IUT en Île-de-France qui peuvent pas, suivant, si on veut respecter le texte de l'arrêté, comme le disait Laurent, qui ne pourront pas répondre. Parce qu'ils ont que des spécialités où il n'y a pas de vivier pour les bacheliers techno. Donc ça va être très très problématique. Voilà pourquoi on réfléchit sur l'Île-de-France, un par spécialité, non pas par IUT, et qu'on regarde par spécialité comment on va pouvoir s'organiser. Voilà, juste pour compléter Merci. rapidement.
Merci beaucoup, Christian. Pourquoi on n'a pas appelé ça le lutte? La lutte. La lutte. La Ouais. lutte, Écoutez, je vous invite à la poser à la ministre, puisque c'est elle qui a décidé. chose qui nous échappe. Hein, Voilà, le mot lutte nous aurait été très très bien. Voilà, elle nous avait proposé licence pro technologie, ça on a dit non et finalement ça a bougé. Donc on est arrivé sur bachelor université de technologie. On aurait certainement préféré le mot lutte, mais bon, une réforme ça se construit à plusieurs et puis au final c'est la ministre qui tranche, hein, c'est normal. Finalement, bon, on n'était pas des grands fans, hein, pour vous déconner un peu, ce n'est pas secret, on l'a écrit, je l'ai déjà dit en tant que porte-parole dans le passé. Nous n'étions pas des grands fans du mot bachelor, mais nous avions toujours dit, attention, si les bachelors d'école obtiennent le grade de licence, nous reverrions immédiatement notre position, devenant ainsi le bachelor public, gratuit, universitaire, adossé à la recherche. Et puis, d'un point de vue international, c'est un terme qui est reconnu, et c'est un terme qui est reconnu par les entreprises. Donc, voilà, on ne va pas commenter, de toute façon, ça, voilà, ça s'appelle bachelor. alors après, il y a quelques interrogations sur… Ouais, ce carrière sociale, voilà, c'est comme pour diététique, c'est en pleine négociation. Alors, en plus, pour tout vous dire, je suis pas un grand spécialiste de carrière sociale. Donc là, il faut vraiment renvoyer vers les collègues directeurs, notamment Xavier Sens, hein, qui est le directeur de l'unité Paris-Rive-de-Seine, un des deux IUT qu'évoquait Christian, qui a un carrière sociale et qui est vraiment l'un des pilotes de la réforme. Alors, sur l'évaluation par compétences, plusieurs choses. Donc, première chose que nous n'avons jamais fait, nous avons vraiment pris la construction de nos programmes autrement que d'habitude. Pour tout vous dire, d'habitude, on faisait les petites matières, et puis on faisait les maquettes, on faisait les matières, on faisait un truc très disciplinaire, et puis après, vaguement, on écrivait une matrice en mettant des croix à la rencontre des compétences et des matières, et puis on écrivait les compétences un peu a posteriori. Je ne devrais pas le dire, mais c'est un peu comme ça que s'écrivaient les programmes de DUT, notamment en 2013. Là, on a vraiment pris le parti pris totalement opposé, on ne réfléchit pas, on s'est interdit quasiment de réfléchir aux matières, aux disciplines, et on a écrit les compétences. Donc ça, on a vraiment un référentiel de compétences sur les 85 parcours que j'évoquais, avec des compétences qui sont, elles, 100% nationales, aucun UT ne pourra les adapter. Après, dans la construction qu'on est en train de mettre en place, il y a ce qu'on appelle des unités d'enseignement, hein, comme dans beaucoup de diplômes universitaires. Ça sera une unité, une compétence. Donc, les notes à cette unité d'enseignement mesurera la maîtrise de la compétence. Les compétences, les unités d'enseignement, alors que c'était le cas aujourd'hui, ne se compenseront pas entre elles. Donc, on ne pourra pas dire, parce que j'ai la compétence machin et que je suis très bon à cette compétence-là, ça contrebalancera le fait que je ne maîtrise pas la compétence X. Les compétences sont étanches les unes aux autres. Bon, les syndicats étudiants n'ont pas encore vu ça, hein, ça nous promet quelques discussions sympathiques, mais peu importe, c'est le principe même de construction de l'approche par compétence. L'évaluation va se faire par compétence. On introduit, au-delà des disciplines et des évaluations classiques, quelque chose que vous connaissez peut-être, hein, si vous êtes féru de l'approche par compétence, ce qu'on appelle des SAE, des situations d'apprentissage et d'évaluation, c'est-à-dire d'autres exercices pédagogiques au-delà des choses classiques qu'on a, CM, TDTP, des examens, voilà. Ces SAE qui vont mobiliser plusieurs ressources dans lesquelles on va mettre en situation nos jeunes de prouver le fait qu'ils maîtrisent leurs compétences. Et donc ça, elles vont peser pour 40% de calcul des moyennes de nos étudiants. Donc, le seul pas qu'on n'a pas fait, parce que c'est compliqué du fait des arrêtés qui nous régissent, c'est de supprimer les notes. On aurait pu aller jusqu'au bout et supprimer les notes. Les notes existeront comme par compétence. Après, la moyenne générale ne va pas dire grand-chose, parce que de toute façon, à l'intérieur d'une moyenne générale, il faudra maîtriser toutes les compétences. Donc, on est 12, 13 ou 11, ça n'a vraiment strictement intérêt si on ne maîtrise pas les compétences associées à ce semestre-là. Donc, on va vraiment jusqu'au bout, ce qui va être compliqué à construire. Et quand vous disiez, c'est pas une révolution, je peux vous dire que ça, pour mes collègues, ça va être compliqué. Clairement, il y a une révolution pédagogique à opérer des IUT. Ça, clairement, et ça, nos collègues sont inquiets, c'est normal, ça je peux comprendre que le changement est inquiétant, donc il y a une politique d'accompagnement du changement, on crée un réseau de référentiels APC, approche par compétence au sein de nos enseignants pour venir en appui aux équipes pédagogiques. Donc voilà, là la révolution elle est là. Alors je vous dis pas qu'en septembre prochain tout le monde sera fin prêt, que tout ça sera parfaitement déployé, il y a de l'acculturation à opérer, c'est une réforme de fond, ça prendra un petit peu de temps, mais on est vraiment dans cette posture-là, elle nous semble importante, à la fois du fait de l'objectif d'insertion de notre diplôme, mais aussi parce que c'est un outil, on pense, de réussite, notamment pour les bacheliers techno, de pouvoir avoir davantage de sens à ce qu'ils font, avoir une pédagogie qui fait la part belle au projet. Et moi, je crois que ce n'est absolument pas synonyme de baisse de niveau, bien au contraire. On peut être extrêmement exigeant
dans l'approche par compétences et on peut avoir tout à fait notre caractère universitaire qui est pleinement maintenu parce que les compétences, elles ont besoin d'enseignement, de disciplines qui peuvent être théoriques, il y a besoin d'amphi. Simplement, c'est après comment on mesure et comment on donne un objectif aux jeunes. Les connaissances pour des connaissances, ça ne sert pas à grand-chose, mais des compétences, elles se nourrissent nécessairement de connaissances. Donc voilà, oui, il y a une révolution à faire à ce niveau-là. Merci, merci. Beaucoup de questions, hein, donc Ouais, comme les IUT décalés sont-elles d'actualité alors, en trop BUT? tôt pour répondre. Vous savez qu'il y a quelques IUT, ils sont très rares, qui font des rentrées décalées. Après, je ne vous cache pas que ça sera des réponses d'université parce que la réforme coûte quand même relativement cher. Et opérer des BUT ou des DUT aujourd'hui en rentrée décalée, ça coûte extrêmement cher. Donc, rien ne l'interdit, bien évidemment, mais je ne peux pas me prononcer pour mes collègues qui font actuellement des rentrées décalées. Bon, compliqué. Donc ensuite, les intitulés de BUT ne sont-ils pas appelés à changer ultérieurement pour adopter celui de la dominante du parcours? Alors, j'ai pas très bien compris la question, pour tout vous dire, puisque au sein de chaque spécialité de BUT, il y aura plusieurs parcours. Donc, il n'y a pas de raison que l'un des parcours domine. Si je prends l'exemple de TC, il y a un parcours autour du management du point de vente, un parcours autour du commerce international, un parcours autour du e-commerce, un parcours autour de la commercialisation, on va dire, en B2B ou en B2C, et un parcours autour de la communication événementielle. Donc, il n'y a pas de raison que l'un de ces 5 parcours l'emporte spécialement. Ça reste un BUT TC dans lequel, dans une logique de spécialisation progressive, on peut intégrer l'un des 5 parcours que je viens d'évoquer. Je pourrais l'illustrer pour les 24 spécialités. Donc, il n'y a pas de raison de cette nature-là. Ah, par contre, à l'inverse, est-ce qu'à l'avenir, on n'envisage pas des changements d'intitulé de spécialité? Certainement que oui, nous le faisions à chaque réforme. Là, nous l'avons interdit à nos collègues pour ne pas complexifier les choses et qu'ils n'aient pas tous les changements en même temps. Mais peut-être vous avez en tête que la spécialité de DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, s'appelait dans le passé SRC, Services et réseaux de communication. Génie civil s'appelle Génie civil et construction durable, il s'appelait juste Génie civil. Donc oui, il y avait des demandes de spécialité de changer de nom. Nous y avons dit non pour ne pas mélanger les jeunes et leurs familles. Ça se fera certainement après. Mais ça ne sera pas lié au parcours, ça sera lié à une adaptation du nom de la spécialité pour coller à l'évolution des métiers visés en général. Quelqu'un qui voulait revenir un peu sur sa question des réorientations semestrielles, hein. Apparemment, le constat est fait qu'il n'y aurait pas de possibilité de changer. Il y en a assez peu. Au jour d'aujourd'hui, autant on accueille, non pas massivement, mais on accueille en entrée de deuxième année. On est assez peu en Île-de-France à accueillir en début de S2. Et en début de S2, ça, moi, je le fais dans mon unité. C'est plutôt intéressant. J'encourage souvent mes équipes à le faire parce qu'on peut accueillir des jeunes assez intéressants qui nous rejoignent relativement tôt. Donc, on n'a pas de doute sur la maîtrise des compétences in fine. Elle est totalement sous-tendue, cette acceptation au début de S2, à la question précédente de mais avez-vous des places? Parce que si vous n'avez pas eu de démission et de décrochage, vous n'avez pas de place et fondamentalement, vous ne faites pas de réorientation. Donc, il y a beaucoup d'IUT aussi, peut-être qu'ils sont un peu meilleurs que moi d'ailleurs sur cet aspect-là, qui n'ont pas de place tout simplement au début de S2 parce que leurs jeunes sont restés. Et puis, du coup, il n'y a pas de débat. Donc, de toute façon, les passerelles entrantes, elles seront toujours sous-tendues, un peu à l'image de ce qu'ils disent pour le BUT3, pour les BTS, au nombre de places dont nous disposerons. Et les inspecteurs généraux me disent pour les BTS, c'est très simple. Hein. En dernière année, vous aurez vos étudiants de BUT3 qui montent, puis vous ouvrez plein de places pour accueillir les BTS. Bah ouais, bien sûr, mais bon, les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, j'ai pas de souci. Hein, si on me donne du budget pour ouvrir plus de places en BUT3. Alors peut-être que ça viendra, hein, ceci dit. Hein. Peut-être qu'il y aura à cette époque-là un dialogue entre les ministères pour dire attention, on a peut-être un petit problème de débouché de nos BTS, il faut peut-être réfléchir à des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, on le fera à moyen constant. Alors, les ex-ES, j'aime pas du tout cette terminologie, c'est-à-dire les élèves, peut-être avec un profil qui se serait. Oui, c'est ça. Non, mais pour la simplification, j'aurais dit la même chose, moi. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours la question des mathématiques hein, qui sont dans notre système assez sélectives, hein, voilà, voilà. Donc, on y a déjà répondu, mais je pense qu'il faut encore le dire. Non, mais c'est une vraie interrogation. C'est pour ça qu'on a plutôt tranché en disant, mais tant pis s'ils n'ont pas pris maths et pour prolonger la question de la collègue, peut-être tant pis s'ils n'ont pas des très bonnes notes, parce que effectivement, quand bien même on dirait, ce qui n'a pas été retenu, mais quand bien même on dirait hors des maths, point de salut, y compris dans les départements tertiaires, je leur dis, ok, mais qu'est-ce qu'on fait du jeune qui n'est pas bon en maths? Il n'est pas bon en maths parce qu'il n'est pas bon en maths,
ou il n'est pas bon en maths parce que le niveau de maths attendu est extrêmement scientifique et il aurait eu des bonnes notes en ES. Et on n'a aucun moyen de le savoir. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé d'être très très tolérant entre guillemets en disant bah voilà, ils l'ont pris, ils l'ont pas pris, bah on les examinera tout avec autant de chance. Corollairement à ça, bah, s'ils n'ont pas des bonnes notes en maths, de toute façon, on peut rien en conclure. Au regard du niveau d'attente qu'on pourrait avoir pour réussir dans un DUT-TC ou un DUT ou un BUT GEA ou un BUT TC, évidemment, c'est pas du tout le même niveau de maths qui est attendu que pour réussir dans un BUT mesure physique. Le problème, c'est qu'on n'a aucune espèce d'idée du niveau atteint par ces jeunes par rapport aux prérequis dont on aurait besoin. C'est le problème de la réforme, hein. C'est qu'on a une approche très, très, très exigeante sur le niveau de maths qui emporte les choses et qui a conduit plein de jeunes à ne plus les suivre et qui, ceux qui les suivent, ont des mauvaises notes et nous, on ne sait pas pourquoi ils ont des mauvaises notes. Donc, c'est très compliqué, cette question des maths, et il faudrait peut-être que ça bouge, mais bon, c'est comme ça. Alors, une dernière question pour l'instant. Donc, je pensais que le nom de la licence pro, BUT programmation, PER, par Oui, exemple. c'est de changer changer le nom. Envisageons-nous des changements de nom de nos spécialités? La réponse n'est pas cette année parce que c'était trop compliqué et ça mélangeait les familles. À l'avenir, oui. Sachant que les noms proposés seraient très réducteurs au regard des débouchés des BUT. Voilà. Oui. On va au-delà de la programmation en BUT informatique et en BUT réseau télécom, on va au-delà. En tout cas, il y a d'autres métiers que la sécurité des réseaux. Il y a tout ce qui est autour des applications mobiles, de l'Internet des objets, tout ça, c'est du réseau télécom. Et c'est pas simplement, il y a un parcours cybersécurité, mais il y a d'autres parcours aujourd'hui. La cybersécurité n'est qu'un des métiers visés. Sur la dernière question, quand il y a un message politique fort, les choses, faut faire confiance et donner du temps au temps. Les choses se moyennisent. Moi, je suis un éternel optimiste, hein, donc peut-être un peu trop, mais bon. Si Tant mieux, tant mieux. Et si on n'est pas dans la période, honnêtement. Il faut vraiment être optimiste et croire, hein, parce qu'il faut toujours, bien sûr, on est là pour accompagner les jeunes, hein, pour lesquels c'est vraiment eux qui sont dans la grande Et c'est compliqué en ce actuellement. moment, donc c'est pas la peine de rajouter de l'angoisse en plus. Je pense que je pense que vous aurez permis de rassurer les collègues psy-EN qui vont dès demain ou dès cet après-midi rencontrer des jeunes ou par n'importe quel moyen, mais en tout cas pour construire leur choix d'orientation. Donc je vous remercie vraiment, Laurent, Je vous en prie, merci à tous et toutes pour voilà, la richesse des échanges. aux 80 connectés de cette conférence. Merci à tous. Merci, au revoir, bonne journée à tout le monde. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.